me voilà, même si mise à nu c'est fini, c'est ma gueule, c'est mon cri, me voilà, tant pis. Regardez-moi enfin, et mes yeux et mes mains, tout ce que j'ai est ici, c'est ma gueule, c'est mon cri, me voilà, me voilà, me voilà, voilà. Action. Esther Getch, salut. Bonjour Cathy. Merci de nous accueillir dans ton antre. Merci chez toi, à Bélève. Ouais. Alors, évidemment, tout le monde, en tout cas tous ceux qui ont regardé Kochra te connaissent, parce que tu as fait une prestation waouh. J'imagine que ça doit être incroyable pour toi. C'est un peu la consécration de toutes ces années où tu chantes dans ta chambre, dans des bars, dans des endroits, et en fait tu te retrouves un petit peu projeté comme ça au premier plan à la télé. C'est vrai que c'est drôle de... Avec le recul, en fait, je me dis que j'ai eu une chance énorme de faire ça. Tu es arrivée en Israël il y a à peine 1 an et demi. Ouais. C'est fou, parce que, alors déjà, se retrouve à la télé, mais en plus, pour quelqu'un qui connaissait très peu Israël. J'ai découvert Israël, en fait, tout bonnement avec Taglit. Il faut savoir que j'étais censée partir la première fois fin 2021, sauf qu'à cause du Covid, ça avait été gentiment repoussé. Et en novembre 2022, ils me recontactent en me disant c'est ta dernière chance, parce qu'après, en fait, t'es trop vieille, quoi. Le feu vert, c'est pour février-mars 2023. Et j'avais un petit peu de réticence, parce que c'est vrai que j'avais jamais été en Israël, et de partir avec 30 personnes que je connais pas pendant une semaine, je me suis dit peut-être que ça risque d'être aussi une expérience pas forcément sympathique, où tu peux te sentir... Enfin, je me suis dit, est-ce que c'est une bonne idée de partir pour la première fois en Israël de cette manière-là, ou bien repartir plus tard seule. Et mon petit copain de l'époque m'a poussé en fait à le faire, et ça a changé ma vie, quoi. Pourquoi tu voulais partir en Israël, découvrir Israël? C'était un voyage offert, donc je me suis dit c'est sympa, Israël, ma mère est israélienne, j'ai jamais été là-bas. Je n'avais jamais regardé même de photos d'Israël avant ni rien, parce que Israël pour moi c'était un petit bout sur une carte, et voilà. Dans quel genre de famille tu as grandi? Parce que tu nous dis que ta mère est israélienne, mais tu connaissais pas du tout Israël, c'est bizarre. C'est bizarre. Moi, j'ai grandi en fait très simplement avec mes 3 sœurs à la maison, une mère qui travaillait pas, qui nous a éduqués, un père qui était beaucoup en déplacement, qui travaillait du coup pour donner tout ce dont on avait besoin en termes de confort, quoi, de vie. Moi, j'habite à Bordeaux à la base. Je faisais Noël, mais j'ai pas connu la famille de ma mère. C'était vraiment, voilà, j'ai grandi comme dans une bulle en fait. T'as grandi quoi? Dans quelle ambiance? Comme si tu étais catholique? J'allais pas à l'église tous les dimanches, mais bon, quand j'allais chez mes grands-parents, il y avait des croix au-dessus des lits, il y avait la Vierge Marie sur les tables de chevet. Je savais pas en fait, parce que d'un côté, j'ai une mère qui nous disait quand on était petite qu'on était juive, j'avais un rail autour du cou, mais je savais pas ce que c'était en fait d'être juive. Donc je me sentais plus catholique que juive. J'avais l'impression que c'était juste une chance, vu que ma mère était juive et que ça se transmet par la mère. Je me suis dit, ok, c'est sympa, c'est un titre, mais je savais pas ce que ça voulait dire en fait. Donc tu te sentais catholique, alors tu n'allais pas souvent à l'église, mais tu étais très attirée par la spiritualité. Toujours, ouais, tout à fait. Pour aussi en fait, te donner un ordre d'idée, en 2020, pendant le Covid, j'ai été à Lourdes en fait. Je me suis rendue à Lourdes. Pourquoi? Je sais pas. J'étais attirée par cet endroit, par le côté un peu mystique de l'endroit, et je crois que j'avais besoin de paix intérieure à ce moment-là, parce que c'était le Covid, j'étais dans un 20 mètres carrés, c'était très compliqué, et je suis partie avec mon petit copain aussi de l'époque, j'ai pas été là-bas toute seule, mais j'avais besoin de réponses en fait. J'avais besoin surtout d'être proche d'une communauté. Et tu cherchais à te rapprocher de quelle communauté à Lourdes? Des catholiques, quoi. Donc je m'étais même rapprochée après ça des pères dominicains. C'était vraiment, j'étais prête je m'en fichais en fait à ce moment-là. J'étais tellement loin que je me suis dit c'était peut-être trop tard, et voilà, donc non, aucunement je me suis dit à un moment donné, je vais me rapprocher du judaïsme, de la synagogue. Pour moi, c'était trop tard, quoi.
C'était pas une option. C'était pas une option, non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère a perdu ses 2 parents en 2014, il y a à peu près 10 ans de ça. Et elle est retournée à la synagogue à ce moment-là. Nous, on l'a accompagnée pour les premières fois, sauf que pour moi, c'était les Juifs et moi. Et voilà, donc l'UOJF a su qu'on existait. Ils nous ont toujours un peu relancé tout ça, mais on n'y allait pas forcément aux événements parce qu'encore une fois, moi, je me disais toujours que c'était pas juste. On allait profiter de leur générosité, du fait que, parce que quand on est juif, on a souvent des repas offerts, la communauté nous accueille les bras grands ouverts, et je m'étais dit que j'étais pas digne de ça, donc en fait je n'allais pas forcément aux événements qu'on me proposait. Et 2021, ils relancent ma petite sœur, et elle partait en fait à Dublin. Elle allait faire un stage là-bas pendant à peu près 1 an. Elle me dit, écoute Laura, parce que mon prénom à la base c'est Laura, voilà, j'ai un repas avec samedi soir, on va en boîte et tout, c'est repas de Shabbat, c'est très sympa. Moi je lui dis, mais quel rapport, elle me dit, s'il te plaît, c'est ma dernière soirée, viens avec moi, on s'en fiche, on va rencontrer du monde. Et à ce moment-là, moi je rentrais d'une sortie bateau avec mon travail de l'époque, et je me suis dit, bon, vu que c'est pour ma petite sœur, on lui fait plaisir, donc ok, on va, mais naïvement en fait, je me suis pas dit je vais faire Shabbat et tout, je m'étais dit c'est sympa, mais encore une fois, je me sentais pas juive, donc c'était plus un moment éphémère, et puis après on passe à autre chose, et voilà quoi. Et en fait, donc ça s'est très très bien passé, j'ai beaucoup sympathisé avec les personnes qui étaient là, et en fait il se trouve que c'était juste avant Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, voilà, les fêtes de Tishri, et j'ai tellement sympathisé avec tout le monde que ils m'ont invité à revenir aux autres fêtes. Donc à ce moment-là, j'ai fait toutes les fêtes, et je sais pas comment l'expliquer, ni d'où ça vient, voilà, mais à ce moment-là, je ressens, donc j'habitais avec mon copain, et je ressens comme quelque chose en moi qui me dit qu'il faut que je parte en fait. Que, je sais pas, j'ai découvert quelque chose d'assez grand. J'ai quelque chose qui me dit, il faut que tu retournes vivre seule, en fait. Faut que tu partes vivre seule. Et en fait, ça met du temps quand même avant de se faire et tout ça. Et à un moment donné, j'ai une discussion avec mon compagnon. Je lui dis, écoute, faut que je me redécouvre, faut que je reparte. Je peux pas, j'ai besoin là. J'étais comme suffoquée un petit peu. Je suffoquais un petit peu. Et j'avais l'impression d'avoir tellement de choses qui m'arrivaient, tellement de choses belles en fait, qui me reconnectaient à mes grands-parents, à une tante que j'avais perdue, à plein de choses que voilà, j'ai trouvé un appartement en très peu de temps, sachant qu'à Bordeaux c'est assez miraculeux parce que c'est une zone tendue comme à Paris. Donc en très peu de temps, j'ai trouvé un studio juste à côté de là où j'habitais, et je cherchais un travail. Je voulais travailler aux Galeries Lafayette comme là où ma mère travaille. Et en fait, ma mère me dit, écoute, ton cousin, il a une équipe au restaurant, enfin du Chabad de Bordeaux, et il cherche une serveuse. Et je me retrouve à travailler au Chabad de Bordeaux en fait. Et donc j'apprends la cache-route, la méadrine, c'est fou quoi. Parce que j'aurais pu travailler n'importe où, à Toys R Us ou je sais pas, un magasin de jouets ou autre. Et en fait je me retrouve au Chabad de Bordeaux, et c'est très impressionnant pour moi. Donc je me mets vraiment en fait à plus comprendre, à me rapprocher, jusqu'au moment où voilà, le restaurant ferme, il n'y a pas assez de monde. Et je me rééloigne de tout, en fait. Je travaille aux Galeries Lafayette, j'ai un autre petit copain, pas du tout dans la communauté. Et à ce moment-là, je retire une nouvelle fois un trait en fait, sur tout ça, et je me dis, en fait, tant pis. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué, ça fait trop, et je me sentais pas prête, je me sentais pas légitime, en fait. Jusqu'au novembre 2022, en fait, où y a Taglit qui me recontacte, comme je vous ai dit, et qui me dit, c'est ta dernière chance. Et voilà, en février 2023, je pars. Je pars et je découvre Israël. J'arrive à l'aéroport de Ben Gurion, on doit prendre le bus, et je m'en souviens, je mets mes écouteurs, il fait nuit, on roule de nuit jusqu'à Tibériade, et je commence en fait à voir un petit peu le paysage défiler, et là je vois, tu sais, tous les immeubles avec les lettres en hébreu, enfin les compagnies en hébreu, et je me mets à pleurer, vraiment à pleurer de tout mon corps, et j'ai l'impression que en fait, je retourne à la maison. C'est un sentiment indescriptible que j'ai l'impression qu'on m'a caché, on m'a privé de tout ça pendant des années, et que je suis juste revenue à la maison en fait. Et Taglit, ça a été vraiment, je sais pas comment t'expliquer, très intense. Je prenais plus je suis tout le temps sur mon téléphone de base, j'avais tout le temps mon copain, enfin tout, et en fait j'ai créé ma bulle. C'est-à-dire que j'étais absente. Pendant 10 jours, tout était très intense, et je ne saurais pas l'expliquer parce que c'est pas quelque chose, je m'étais pas conditionnée à me dire il va se passer ça, ça va être comme ça et tout. Ça m'est tombé dessus, et ça m'a beaucoup fatiguée aussi parce que je me dis qu'est-ce que c'est en fait. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Ouais. Qu'est-ce qui t'a bouleversée?
Je pense que c'est de me sentir à ma place ici, quoi. C'est-à-dire pendant toutes ces années, tu sais, je t'ai dit, je me sentais pas légitime et tout ça, et en fait, de me sentir bien en Israël. Quand je voyais tous ces gens, j'avais l'impression que je revoyais, parce que j'ai très peu connu mes grands-parents aussi dans cette bulle dans laquelle j'ai grandi, mes grands-parents maternels, et du coup, j'ai vraiment l'impression que je me reconnectais aussi à eux, et à tout ce dont on m'avait privé, en fait. En fait, cette fois-ci, c'était OK, que je pouvais officiellement dire que j'étais juive parce que je me sentais bien, en fait, où j'étais. Alors, tu décides immédiatement, pendant ce voyage, de venir vivre ici? Alors en fait, c'est fou parce que moi j'ai eu cette révélation, je me suis dit c'est trop beau, je voulais pas repartir en France. Du coup, en fait, je suis quand même restée 2 jours de plus en Israël, dans un Airbnb, en fait, chez une habitante. Je voulais décanter, en fait. Voir si tout ce que je ressentais, c'était parce que c'était moi avec Taglit ou si c'était vraiment ce que je ressentais seule avec moi-même. Et en fait, je suis restée 2 jours de plus, seule. Je me suis baladée, j'ai découvert en fait, un peu plus Israël en étant seule. Et je me sentais comme à la maison, en fait. Je prenais même pas trop mon téléphone, je me baladais, je rencontrais des gens, je me suis vraiment laissée porter. Et voilà, et après, je suis rentrée en France. Je voulais faire Massa. En fait, pour moi, j'étais complètement folle. Je me suis dit, il faut que je retourne tout de suite en Israël. Et j'ai contacté tout le monde, Massa, Israël Experience, tout. Et je cherchais quoi faire. Et puis des fois, il y avait des programmes qui me plaisaient pas trop. Je réfléchissais du coup au niveau du budget, comment j'allais me débrouiller en fait. Et ce qui est fou, c'est qu'à ce moment-là, j'avais trouvé un programme qui commençait en novembre 2023. Et mon Rav, le rabbin du coup Menachem Cohen de Bordeaux, il me dit « Tu dois partir maintenant. N'attends pas trop longtemps pour repartir. » Et heureusement parce que si j'avais su ce qui allait se passer donc en octobre 2023, je serais jamais sans doute partie en fait. Lui il m'a dit il faut que tu partes maintenant. Je suis partie 3 mois après, histoire de tout préparer et tout ça, je suis partie en juillet 2023. Voilà, j'ai fait l'Ulpanet Sion à Massa, donc à Jérusalem. Est-ce que tu t'imaginais, avec le recul, toutes les aventures extraordinaires qui te sont arrivées ici? Pas du tout. Est-ce que tu t'imaginais reprendre le chant? Pas du tout. Enfin, je pensais faire Massa, peut-être revenir en France après, quoi. Je pense pas que j'avais vraiment intériorisé le fait que je voulais faire mon Aliyah. D'ailleurs, c'est très marrant parce que, bon, maintenant je m'appelle Esther. C'est un prénom que ma mère a choisi, un prénom que j'aimais pas forcément. J'ai découvert sur le tard que c'était quelle était l'histoire d'Esther, la cachée. Et en fait, j'ai eu ce prénom juste avant que je parte en Israël, parce que j'ai demandé au Rav de l'officialiser en fait. Donc c'est un peu par hasard aussi que j'ai changé de prénom. C'est très marrant. Mais voilà, de base, je voulais reprendre des études en septembre 2023 à Bordeaux, enfin tout. Et je voulais reprendre dans le marketing digital en fait, parce que j'avais un diplôme que j'ai fait pendant le Covid à distance et je voulais aller vers un master. Voilà, et en fait, je suis arrivée ici. Je me suis mis beaucoup de pression parce qu'on m'a dit il faut que tu. Enfin voilà, je me suis dit je vais reprendre des études, je vais faire ça et tout. Et en fait, je me suis rendu compte, j'encourage pas les gens à faire comme moi, mais je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi en fait les études. Que là tout de suite, j'ai juste envie de me réaliser dans ce que j'aime faire, le chant, la musique. C'est remonté comme la sève des arbres. C'est ça. En fait, c'est vrai que pendant quelques mois, même en France, je me sentais esclave de cette passion. Parce que j'ai toujours entendu au sein de ma famille, qui est très rationnelle, que la musique, c'était pas un métier. Et du coup, ça a été très dur. Je me suis toujours battue contre ça. Je me suis dit, moi, j'ai toujours rêvé de chanter, j'ai toujours rêvé de faire de la musique, d'en vivre. Mais je me suis toujours dit, arrête de rêver. La vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, c'est tu prends un travail, tu vas au bureau, tu fais... En fait, arrête de vouloir être différent des autres, quoi. Et ça a été une torture même pour moi, parce que j'avais tout le temps l'impression, quand je voyais même des chanteurs sur scène et tout, je les écoutais et je me disais, oh, j'ai envie d'être là. De l'autre côté, je me disais, non, je peux pas. En fait, tu peux pas, arrête, en fait. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu une ouverture, une possibilité, que tu t'es autorisée à faire ce que tu aimes? C'est Israël? En fait, ouais, je pense que j'ai l'impression qu'en Israël, il y a vraiment ce champ des possibles. En fait, j'ai l'impression que tu peux rêver fou. En fait, aujourd'hui, tu peux être n'importe qui en Israël. Tu veux faire acteur, tu veux faire de la comédie musicale, En fait, tu as juste à te bouger en fait, et y aller. Mais pour moi, c'est un pays neuf. Toute la communauté internationale, elle est en Israël. Tu peux rencontrer n'importe qui, même dans la rue, rencontrer, je sais pas, quelqu'un de très connu, mais il sera à ton niveau. Tant que tu en veux, tu peux y arriver en fait. Comment tu es arrivée alors que tu étais Ola Hadasha, que tu parlais pas super bien l'hébreu, tu connaissais même pas le programme, à être sélectionnée dans cette émission? Comment ça s'est passé? En fait, moi, très naïvement, j'ai un copain qui sait que je chante parce que je fais quand même des scènes ouvertes et tout ici.
Mais c'est vrai que je prenais pas trop les devants. J'ai toujours eu un peu aussi le syndrome de l'imposteur, suite à tout ce que je t'ai raconté. Donc j'ai eu du mal à me dire que je pouvais chanter, en fait. Donc je prenais toujours, voilà, j'allais dans des bars, mais j'ai jamais été voir des patrons ou des endroits en me disant je suis chanteuse, je veux chanter et voilà, je prends tel cachet et compagnie. Et donc j'ai un copain qui m'a dit bon écoute, je connais quelqu'un de la production de Kora Baba, est-ce que tu connais? Oui, vaguement, c'est sympa et tout. Bon, Eden Golan, ok, très bien. J'ai pas à ce moment-là réalisé que c'était pour l'Eurovision, qu'il y avait vraiment un spotlight en fait dessus. Et il me dit j'envoie ta vidéo et tout ça. Je dis bon ok, de toute façon je perds rien. Et en fait on me contacte peut-être 2-3 semaines après. Donc moi j'ai cru que c'était un prank en fait. Je pense, on me dit oui c'est en plus c'est une femme sur Instagram qui me contacte. Et elle a un prénom tout à fait normal, je vois pas producteur, voilà, vraiment c'est une fille très discrète. Et elle me dit donc je travaille à la production, on s'appelle et tout, elle parle en anglais avec moi, heureusement que je parle anglais. Et elle me dit écoute, tu vas rencontrer le jury tel jour et tout ça. Donc j'y suis allée, mais encore une fois très naïvement en fait, je me suis pas dit je vais aller. Non, c'était vraiment, je mets ma robe noire, je prépare ma chanson, on va chanter, t'aimes chanter, donc vas-y, tu vois. À l'audition, j'ai choisi Voilà. C'était vraiment un choix qui s'est fait, j'étais influencée par un copain américain à qui je le chantais et qui me disait tout le temps, cette chanson, elle te va vraiment bien et tout ça. Et en fait, c'est vrai que quand je l'ai réécoutée, que je l'ai chantée, je me suis réapproprié le texte. Parce que quand il parle de cette fille aux yeux noirs et son rêve fou, moi ce que je veux c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'était vraiment, en fait, je me suis rendu compte que c'était aussi moi, en fait. C'est vraiment pendant toutes ces années où je faisais des métiers qui n'avaient rien à voir, où j'étais vraiment triste, peinée de pas pouvoir, en fait, aller jusqu'au bout de ce rêve. Voilà, c'était aussi un moyen pour moi de pouvoir chanter ce que j'avais sur le cœur, en fait, que j'arrivais pas forcément à exprimer. Un peu la conclusion de ces années et montrer, en fait, aussi à tous ceux qui m'ont connue d'avant et de maintenant que j'existe, en fait, que je suis là et que c'est le moment, et voilà, en fait. Voilà, c'est un mot fort et qui exprime beaucoup. Et si tu veux, Cathy, je peux te chanter un petit bout de cette chanson. A cappella. Ok, ça fait... Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi, parlez de moi, à vos amours, à vos amis, parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous, c'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis, me voilà même si, mise à nu j'ai peur, oui, me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi, avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas? C'est peu de choses, mais moi tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà, 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 voilà qui je suis, me voilà même si mise à nu c'est fini, c'est ma gueule, c'est mon cri, me voilà tant pis. Regardez-moi enfin, et mes yeux et mes mains, tout ce que j'ai est ici, c'est ma gueule, c'est mon cri, me voilà, me voilà, me voilà, voilà. Merci. Comment ça s'est passé pour toi, Kora Baba? C'est un peu comme à la Nouvelle Star en France. Donc on est beaucoup et en fait on est dans une espèce de pièce. On a chacun un numéro comme ça avec le prénom et en fait chacun chante à tour de rôle. Donc en fait chacun s'entend chanter. Ça t'a fait bizarre ça? Ben en fait moi je suis toujours impressionnée par les gens qui chantent bien. Du coup je me disais waouh, j'étais la spectatrice en fait des autres. C'est ça qui me fait rire avec le recul, c'est que j'ai toujours eu ce côté très je me prends pas la tête en fait. Et c'est peut-être ça aussi qui a plu à la production, je ne sais pas, mais ouais, moi je suis toujours impressionnée des gens qui savent chanter, des gens qui sont passionnés par ça. Et du coup j'écoutais vraiment, et même après que j'ai chanté, tu sais, normalement les gens quand ils chantent, ils partent. Moi je suis restée pour écouter les autres, quoi.
Alors que c'était potentiellement mes concurrents, c'est un concours. Donc qu'est-ce qu'on s'en fiche? Je suis passée, les gens m'ont applaudi, c'était sympa, je suis rentrée chez moi. Et ça m'a reboosté. Et après, voilà, on m'a rappelé pour me dire que je continuais. Mais il y avait toujours en fait des gros délais. Donc je me disais toujours, bon, au pire, ça marche. Si ça marche pas, ben. C'est pas grave. C'est pas grave en fait. Et le dernier casting, c'est vrai que j'ai chanté. Après, ils ont enregistré ma voix. Et ils nous ont pas dit si on était pris ou pas. Mais ils m'ont dit, bon, on va faire un remix de ta voix et tout. Donc on t'enverra la bande-son. Mais j'ai mis beaucoup de temps, peut-être un mois avant de recevoir. Donc je me suis dit, en fait, peut-être que j'ai pas bien compris, peut-être qu'en fait, ils allaient retester derrière et tout ça. Voilà, juste ici. Moi, mon rêve, mon envie, comme j'en crève, comme j'en ris. Me voilà dans le bruit et dans le silence. היא עוברת. Ne partez pas, je vous en supplie, restez longtemps. Ça ne sera peut-être pas non, mais faire sans vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. C'était compliqué de comprendre ce qu'il te disait, parce qu'il te parlait, j'imagine, aussi en hébreu. Ça devait pas être simple. C'est très frustrant, surtout moi. J'aime bien tout comprendre, enfin, comme tout le monde, parce que c'est important, quoi. J'avais l'impression d'être une enfant qui apprend à parler, qui apprend à comprendre en fait ce qui se passe autour d'elle. J'étais vraiment, j'essaie de grappiller un petit mot parce que j'ai fait un ulpan, mais entre-temps il y avait eu la guerre. J'ai pas bien appris l'hébreu. Voilà, c'est de ma faute. J'ai pas non plus blâmé l'ulpan. C'était un peu la galère au niveau de l'hébreu. C'était un peu la galère, donc du coup, je mettais Google Traduction sur mon téléphone. En fait, tu as une option où tu peux t'appuies sur un bouton, ça enregistre et ça traduit en même temps. Donc c'est très basique, mais du coup, ça m'a permis de comprendre un petit peu. C'était une aventure complètement folle, quoi. Complètement folle, complètement inattendue. D'ailleurs, je m'attendais pas à autant de retombées, pour être tout à fait honnête avec toi. Dans le sens où, voilà, même, enfin moi, tu sais, tu me parles de The Voice, ok, bon, on regarde The Voice, mais Korhavaba, je ne savais pas que le public français regardait en fait. Et les Israéliens. Et oui, les Israéliens. Tout Israël. Ouais, moi je pensais que j'allais passer inaperçu. Mais enfin, je me suis dit, ils vont me faire un petit truc, je vais chanter une chanson, enfin, voilà, bye quoi. 3, 2, 1. You want to live in Israel, you have to be served. Son rêve fou. Moi, ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Est-ce que tu peux nous spoiler si tu as gagné ou pas? Je peux pas dire. Attention, hein. Non, mais il y a des talents incroyables, la barre est très haute, quoi. Il y a des histoires aussi incroyables, avec notamment des survivantes du festival Nova, des Khayalim aussi, hein, qui étaient là-bas le 7 octobre. Donc, moi, j'ai envie de te dire modestement, je suis que la petite française. Mais c'est vrai que mis à part le côté showbiz, etc., c'est surtout pour moi une expérience et une possibilité de rencontrer des personnes, surtout voilà, du monde israélien. Ça te permet de t'intégrer aussi? Ça me permet de m'intégrer, ça m'a permis aussi de me rapprocher en fait d'eux aussi. Parce qu'on a tous vécu le 7 octobre d'une manière très particulière. Et voilà, d'avoir quelqu'un qui était par exemple là-bas au festival, qui a perdu un proche et tout, enfin, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on vit un peu plus intensément au-delà du concours en fait. Le rapport avec les gens aussi était vraiment très important pour toi. Ouais, toujours. Je vois. Qu'est-ce que tu aimes ici? J'aime tout. J'aime le fait d'être... du coup, je suis venue seule. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui me manquent. Ma famille me manque, mes amis me manquent, tout ce que j'ai construit me manque. Voilà, quand j'ai des pensées un peu comme ça qui me viennent, je me rappelle de pourquoi je suis partie. Voilà, à 27, maintenant 28 ans, j'ai vraiment cette impression de me réaliser complètement en fait. Que tout ce que j'avais aussi occulté, tout ce que j'avais mis de côté, là je me bats. J'ai beaucoup de copains qui me disent « t'es une inspiration parce que tu te bats en fait ». Je lâche rien. Pour vivre, tu fais quoi? Parce que j'imagine que Korhavaba c'est bien, oui. Mais c'est une parenthèse dans la vie. C'est un tremplin donc, qui va me servir parce que je compte vraiment faire mon métier. Hein, ça y est, c'est fini le syndrome de l'imposteur et compagnie, je veux être chanteuse. Mais en attendant, je vais chez des personnes, je m'occupe
de les aider chez eux en fait au sein de leur maison, donc ménage, je les aide à organiser leur intérieur, vraiment tout ce qu'ils n'ont pas le temps de faire parce que c'est pas évident d'être maman. En Israël on doit travailler, en fait, il n'y a pas vraiment de mère au foyer, donc moi ça me permet aussi de me faire mes mitzvot, de me rapprocher, j'adore le contact avec les gens, donc voilà, c'est ce que je fais en attendant. Puis après je chante des mariages, j'ai fait des événements privés aussi. Mais voilà, c'est petit à petit, ça se décante, quoi. Juste pour terminer, tu as un conseil à donner à des jeunes comme toi qui aimeraient pourquoi pas faire pareil que toi? Si je leur adresse un message, le message que je m'adresserai aussi à moi, plus jeune, c'est en fait de ne pas avoir peur. Parce que je sais qu'aujourd'hui, ce qui nous ralentit le plus, c'est la peur. En fait, c'est l'inconnu. Mais si jamais il se passe ça, c'est tous les films qu'on se fait dans notre tête. Et d'ailleurs, on me disait une fois, on me fait la blague de me dire, on dirait qu'en Quentin Tarantino parce que tu te crées plein de scénarios dans ta tête. Il habite à Tel Aviv. Ah, on va peut-être faire un duo. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est vraiment d'arrêter d'avoir peur. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est d'oser croire en des choses qui sont totalement folles. Moi, je crois beaucoup aussi, j'ai beaucoup de émouna. Et je sais que le chemin vers lequel on a le libre arbitre, bien entendu, mais il faut faire confiance aussi à ce qui est au-dessus de nous. Et si tu as confiance, et si tu es droit dans tes baskets et que tu y vas avec le cœur et de la bienveillance aussi envers toi et envers les autres, tu peux tout défoncer, quoi. La porte, elle est envers, tu y vas en fait, faut y aller. Et arrêter de croire que tu es moins bien que quelqu'un, tu es aussi bien que tout le monde en fait. Et il faut juste prendre son courage, oser en fait aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas et zéro, quoi. T'as une image qui te fait chaud au cœur. J'ai perdu il y a 5 ans de ça un copain en fait qui avait une maladie, un cancer, il avait 23 ans et c'était un musicien qui avait sorti son album, il s'appelait Valentin Godino et en fait malgré son cancer il était très fort. C'est-à-dire qu'il avait cette phrase de dire une journée sans rire, sans sourire, c'est une journée perdue. Et moi, j'ai jamais été face à la maladie, face à tout ça. Et en fait, il est parti. Et c'est vrai que quand j'ai des coups de mou, je pense à lui en fait. Il y a des personnes qui sont plus là en fait pour réaliser leurs rêves. Et rien que par respect en fait pour eux et par respect pour les rêves qu'ils avaient, je me dis qu'aujourd'hui on est là en fait. Par message en fait, j'ai eu la chance grâce à Korafaba de correspondre avec des personnes. J'ai discuté avec la maman de Valentin Elie, qui est tombée au combat, que je connaissais, j'ai entendu parler de son histoire et j'ai parlé avec elle. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur et je me dis que si aussi, grâce à ce que je fais, je peux porter leur voix, voilà, je veux donner un peu l'impulsion. Surtout qu'il y en a beaucoup qui sont plus là et on a juste, voilà, c'est comme un flambeau qu'on prend et il faut continuer à avancer, quoi. C'est sans regret pour toi d'être ici? Absolument zéro regret. Zéro, au contraire. J'ai tout à réaliser ici. Ouais. Alors, on te souhaite bonne chance, merci beaucoup. Mais avant de se quitter, évidemment... Ouh une chanson? Bien sûr, on est obligé, on veut absolument t'entendre chanter. Donc tu peux prendre ta guitare et nous chanter ce que tu veux. Padam, padam, padam. Il arrive en courant derrière moi. Padam, padam, padam. Il me fait le coup du souviens-toi. Padam, padam, padam. C'est un air qui me montre du doigt et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur.